travaille dans cet amphithéâtre où j'ai sévi pendant un petit moment. Je revois avec beaucoup de plaisir quelques visages connus. Donc je salue avant tout mes étudiants, mes anciens étudiants. Bien, mon intervention porte une forme de réflexion, si vous voulez, sur l'élaboration d'une règle de conflit. Alors, le mot conflit est lui-même un petit peu délicat à utiliser dans ce type de journée, parce que quand on parle d'un conflit, c'est pas du tout ici au sens guerrier. C'est plutôt l'idée que plusieurs normes se trouvent en concurrence pour potentiellement régir une seule et même situation et qu'il va falloir départager ces normes. Donc c'est pas l'idée d'un conflit au sens ordinaire, hein, comme on l'entend, c'est plutôt cette idée de concurrence, et les règles de conflit de normes sont les règles qui justement permettent de déterminer à la fin de la réflexion quelle est la seule norme qui doit s'appliquer à la situation juridique litigieuse. Bien, cette précision étant faite, pour introduire mon propos, je rappelle de manière très banale que le transfert de la compétence législative de l'État à la Nouvelle-Calédonie en matière de droit civil va produire, ou même a produit, intellectuellement en tout cas au jour du transfert, qui était lundi, hein, avant-hier, la coexistence de plusieurs statuts civils dont il va falloir précisément déterminer le champ d'application personnel et spatial. Pour une raison toute simple, c'est que le futur droit civil de source calédonienne, il va venir s'ajouter, pas remplacer, s'ajouter au droit civil de source métropolitaine et au droit coutumier qui est déjà en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Alors, il ne sera ici question, dans mon propos en tout cas, que de la répartition des compétences entre le droit civil calédonien et le droit civil métropolitain. Le champ d'application du statut coutumier et les conflits de normes qui résultent de sa coexistence avec le droit dit commun, cette question-là, elle fera l'objet notamment de la communication de M. Cornu. La coexistence du droit civil métropolitain et du droit civil calédonien au sein de l'ordre juridique français, cette coexistence, elle suppose donc de déterminer quelle partie de la population relève de l'un ou de l'autre de ces deux corps de règles. Et pour déterminer qui relève de quel droit, il va évidemment falloir dégager un critère qui permette à chacun de savoir à quel corps de règles il est soumis. Au-delà de cette première question, il faut relever l'existence en plus de rapports mixtes. Et les rapports mixtes, comme on vient de vous l'expliquer, ce sont les rapports entre deux ou plusieurs personnes qui sont soumises à des droits différents. Là aussi, pour identifier quel droit s'applique à un rapport mixte, il va falloir déterminer un critère. Donc on est vraiment sur une problématique de critères. Quel est l'élément finalement qui va désigner la loi compétente, que celle-ci soit la loi d'origine métropolitaine ou d'origine calédonienne. Il y a donc deux questions à résoudre, celle du critère pour déterminer qui relève de quel droit, et la seconde, celle du critère pour savoir quel droit s'applique à un rapport mixte. Et ce sont deux questions différentes. Cette double recherche de critères de rattachement, comme on dit techniquement, c'est une question importante à laquelle les autorités politiques et normatives calédoniennes et nationales vont devoir s'intéresser. Et à cet égard, la réflexion doit être menée, à mon sens, dans deux directions. En premier lieu, il va falloir déterminer qui, de l'État ou de la Nouvelle-Calédonie, a compétence pour dégager ce fameux critère. On va s'apercevoir que la réponse à cette première question n'est pas simple. Elle n'est pas simple en raison de la spécificité du conflit de normes en Nouvelle-Calédonie, et on va s'apercevoir qu'on ne peut peut-être pas se contenter de s'inspirer uniquement des règles du droit international privé classique pour la résoudre. Et puis, de cette question de la compétence de l'autorité
chargée de dégager le critère, découle une question incidente, c'est celle de l'instrument juridique dans lequel on va inscrire ce critère. Est-ce que ce sera la loi organique? Est-ce que ce sera la loi du pays? Est-ce que ce sera une loi ordinaire? Évidemment, la question mérite urgemment d'être résolue. Et puis, le second aspect de cette réflexion va porter sur la recherche précise, cette fois-ci, d'un critère de rattachement. Et ça supposera, à mon sens, de mesurer à la fois les enjeux d'une règle de conflit de normes et de comprendre à l'aune de ces enjeux quels sont les avantages et les inconvénients que peuvent présenter les différents critères qui sont susceptibles d'être retenus. Et vous verrez qu'à cet égard, le choix n'est pas purement technique. C'est pas que de la technique juridique de choisir un critère de rattachement. Mais pour autant, la technique, justement, permet, elle, à mon avis, d'envisager des solutions qui sont adaptées à la spécificité des conflits de normes en Nouvelle-Calédonie. Donc j'aborderai successivement la question de l'autorité compétente pour élaborer la règle de conflit de loi et ensuite celle des critères de rattachement qui peuvent être retenus. D'abord donc la question de l'autorité compétente pour élaborer les règles de conflit de loi. Cette question de l'autorité compétente pour élaborer les règles de conflit de loi, elle est depuis très longtemps résolue au niveau international. Mais on va vite voir qu'elle ne se pose pas exactement dans les mêmes termes au niveau interne et que, à mon sens, elle est beaucoup plus délicate au niveau interne qu'au niveau international. Dans l'ordre international, c'est assez simple. Il est entendu depuis toujours, ou presque, que c'est l'État dont le juge est saisi qui détermine la loi applicable à la situation litigieuse. Alors, pour reprendre un exemple très classique, comme ça a déjà été évoqué tout à l'heure, si la question de la loi applicable à un divorce international est posée à un juge allemand, par exemple, eh bien, ce sont les règles allemandes de conflit de loi qui détermineront la loi à appliquer. D'accord ? Ceci s'explique par le fait que lorsqu'un législateur, quel qu'il soit, édicte des règles substantielles, c'est-à-dire des règles de fond, eh bien, il détermine aussi le champ d'application des normes qu'il a édictées. Par conséquent, on comprend que les règles de conflit de loi, elles sont finalement l'instrument technique de détermination du champ d'application des normes. Et donc, elles sont de la compétence de l'État qui édicte ces normes. On dit, nous, dans notre jargon, que les règles de conflit de loi sont finalement le prolongement des règles de fond, c'est-à-dire des règles substantielles, et c'est donc la même autorité qui élabore les unes, les règles substantielles, et les autres, les règles de conflit. Au niveau interne, le conflit qui nous occupe ici est un conflit de normes internes. Au niveau interne, et dans le contexte spécifique du transfert de compétences calédonien, cette analyse pourrait tout à fait être soutenue. Dans cette perspective-là, le législateur calédonien serait compétent pour déterminer le champ d'application personnel et spatial des normes qu'il édicte. Il aurait ainsi, si je puis dire, la compétence de sa compétence, c'est-à-dire qu'il a la compétence pour écrire, et il a aussi la compétence pour dire pour qui il écrit les règles. Et il serait ainsi dans la même situation que n'importe quel législateur autonome. Donc, ayant la compétence pour écrire les normes de fond, le législateur calédonien aurait aussi compétence pour déterminer dans quelle situation il entend les voir appliquées. Dans cette perspective-là, le pouvoir d'élaborer les règles de conflit est perçu comme inhérent à la compétence normative, donc il n'est finalement qu'un des éléments constitutifs, si vous voulez. Alors, c'est une approche qui se défend, c'est celle d'ailleurs que j'ai moi-même défendue dans un rapport qui m'avait été demandé par le gouvernement en 2012. Je pense que c'est une approche qui, au moins en tout cas sur le plan théorique, se tient, et peut-être pas seulement sur le plan théorique. Mais néanmoins, ce raisonnement par analogie avec les conflits internationaux de normes n'est pas la seule approche possible, parce que le législateur calédonien ne se trouve sans doute pas
du fait du transfert de compétences dans une situation similaire à celle d'un législateur étranger par rapport au législateur français. Le législateur calédonien, en effet, ne tient sa compétence normative que d'une sorte de concession qui lui est faite par l'État, l'État qui, lui, par contre-coup, renonce à exercer sa propre compétence dans le domaine du droit civil et du droit commercial. Bien évidemment, c'est l'État qui détermine le champ juridique dans lequel il entend ne plus exercer sa compétence. Or, je vous l'ai dit il y a un instant, les règles de conflit de loi sont l'expression du champ de compétence d'un législateur. Dans cette seconde perspective, on peut donc aussi défendre l'idée que c'est à l'État qu'il appartient de fixer les critères de rattachement des lois calédoniennes. Alors bien évidemment, cette seconde approche est celle d'un transfert de compétences moins complet en quelque sorte, et c'est une approche qui rappelle que le législateur calédonien ne tient son pouvoir normatif que d'une concession à lui faite par l'État. Sans doute, des deux conceptions, et quoi que j'en ai dit dans un rapport précédent, la seconde est-elle sans doute plus réaliste, plus conforme peut-être à la situation de la collectivité calédonienne dans les rapports qu'elle entretient avec l'État. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même relever que cette question de la compétence pour élaborer les règles de conflit de loi, elle s'est déjà posée et elle n'a pas exactement été résolue dans le sens de cette deuxième conception. On oublie souvent en effet que le même type de conflit de normes a résulté du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence normative en droit du travail. Les rapports juridiques qui sont issus d'un contrat de travail sont à l'évidence moins mobiles que les rapports personnels. Et donc, en matière de droit du travail, les situations de conflit de loi n'ont sans doute pas été perçues. Mais elles existent, évidemment elles existent. Il suffit pour vous en convaincre de penser à des entreprises ou des institutions calédoniennes qui entretiennent des rapports avec la métropole et qui, pour ce faire, vont positionner des salariés en France, par exemple, en France métropolitaine. Je citais tout à l'heure un exemple qui m'est venu à l'esprit en parlant de ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Bordeaux la correspondante de Cadre Avenir, institution que vous connaissez tous, qui est en poste à Toulouse. La question de savoir à quelles règles de droit du travail est soumis son contrat de travail se pose. On n'y pense pas parce qu'on la résout de manière assez intuitive, mais la question se pose. Et l'inverse est évidemment vrai. Une entreprise française qui a des relations avec la Nouvelle-Calédonie, qui veut faire des affaires en Nouvelle-Calédonie, peut parfaitement y positionner des salariés. Et là encore, la question de la loi applicable à leur contrat de travail se pose. Or, cette question, qui est une question de conflit de loi, a été résolue, ou en tout cas en partie, par le législateur calédonien. Parce que c'est une loi du pays qui a retenu un critère de rattachement qu'on retrouve, alors c'est un critère qui est un petit peu implicite, un critère territorial implicite, que vous trouvez à l'article L111.1 du Code du travail, le premier article du Code du travail, qui résout la question. Alors, peu importe ce qu'il dit, hein, mon propos n'est pas de réfléchir sur le critère de rattachement qui est retenu. Mon propos est juste de souligner que c'est le législateur calédonien qui s'est positionné sur cette question, et non pas l'État. Et d'ailleurs, si vous regardez l'article 22.2 de la loi organique de 99, qui évoque ce transfert du droit du travail, l'article 22.2 ne dit rien à ce sujet. Il ne prend pas position sur le conflit de normes en matière de droit du travail. Bon, tout ça pour vous dire que la question de l'auteur de la règle de conflit de loi est une question assez délicate. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le dis de manière très sincère, vous l'avez vu, j'avais moi-même initialement retenu une conception complète du transfert de la compétence normative. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait d'ailleurs. Rémi Cabriac, dans le rapport qui datait de quelques années avant, avait aussi retenu cette conception complète du transfert. Et dans cette perspective, j'avais d'abord défendu une compétence de la Nouvelle-Calédonie pour écrire les règles de conflit.
Et c'est cette perspective qui a été retenue pour le droit du travail, vous venez de le comprendre. Mais je conviens parfaitement que cette approche peut être discutée, et pour faire contrepoint, je vous indiquerai que ça n'est pas cette approche-là, justement, qui a été retenue lorsque la question s'est posée pour la Polynésie française. Alors, c'est toujours un petit peu ambigu de faire la comparaison avec la Polynésie, parce que la Polynésie ne bénéficie pas d'un transfert de compétences aussi large que ce que nous avons, nous, ici, en droit civil. Mais néanmoins, on a un arrêt du Conseil d'État du 4 novembre 2005 qui a estimé qu'il revenait à l'État et non pas à la Polynésie de déterminer qui relève du droit métropolitain et qui relève du droit local polynésien. Alors, tout ça m'amène à me dire que dans la situation calédonienne, la situation du transfert de compétences en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'en réalité, l'État s'est plutôt placé dans cette perspective, la même que celle qui résulte de l'arrêt du Conseil d'État sur la Polynésie, c'est-à-dire d'une compétence qui appartiendrait à l'État plutôt qu'à la Nouvelle-Calédonie, même si c'est discutable, même si ça n'était pas mon opinion première, je pense que peut-être c'est l'hypothèse la plus conforme aux relations qu'entretiennent l'État et la Nouvelle-Calédonie sur cette question. En tout cas, quelle que soit la réponse qui sera apportée et qui ne relève pas de ma compétence, pour le coup, moi je vous pose les éléments de la discussion, quelle que soit la réponse qui sera apportée, il faut bien comprendre que cette première difficulté de déterminer qui écrit la règle de conflit, elle s'aggrave en quelque sorte, cette première difficulté, parce que à la question de l'auteur de la règle de conflit de loi est associée la question de l'instrument juridique qui pourrait contenir la règle de conflit de loi en matière civile et aussi en matière commerciale. Parce qu'évidemment, selon que l'on estime qu'il appartient au législateur central, national ou au législateur local d'élaborer la règle de conflit de loi, l'instrument juridique à utiliser ne sera pas le même. Si on considère que la compétence revient au législateur national, parce que finalement on considère que l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de ce pouvoir normatif n'est qu'une sorte de concession faite par l'État, eh bien à ce moment-là, on va raisonner en termes de compétences respectives de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, et à ce compte-là, cette question relève de la loi organique. Si au contraire on considère que les règles de conflit de loi sont le prolongement des règles substantielles, alors c'est au législateur calédonien qu'il revient d'édicter les règles de conflit de loi, et à ce moment-là, il peut le faire dans une loi du pays, comme ça a été fait en droit du travail par exemple. Alors, je vais poursuivre l'idée qui est pour moi une seconde idée, mais à laquelle je finis par me ranger, que c'est plutôt à l'État qu'il reviendrait de déterminer le champ de compétences des lois calédoniennes. Mais si c'est vraiment ça, alors il ne faut pas être naïf sur les inconvénients pratiques que comporte l'insertion des règles de conflit de loi dans la loi organique. Chacun sait, je pense que vous en êtes tous convaincus, que l'adoption d'une loi organique est toujours difficile à obtenir et qu'elle est plus encore difficile à réformer. C'est plus ça qui m'inquiète, c'est l'idée de réforme dont on pourrait avoir besoin, parce qu'on peut très bien imaginer que des règles de conflit soient établies ab initio, qu'on les mette dans une loi organique, et puis qu'on s'aperçoive à l'usage, ce qui ne serait pas infamant, qu'on s'aperçoive à l'usage qu'elles ne sont pas finalement exactement celles qui sont les mieux adaptées, qu'elles mériteraient peut-être d'être amendées, modifiées, complétées, etc. Et si la réforme relève de la loi organique, on peut craindre, je pense, sans être particulièrement pessimiste, qu'elle n'aboutisse pas toujours dans les délais espérés. Alors sous cet angle-là, évidemment, l'instrument que serait une loi du pays serait évidemment beaucoup plus souple, peut-être plus réactif, tout simplement parce que la Calédonie a elle-même bien conscience de la nécessité d'élaborer des règles de conflit de loi. L'État, ça ne lui paraît pas forcément être de la plus haute urgence, mais vu d'ici, c'est évidemment nécessaire. Alors on pourrait aussi imaginer une voie moyenne qui consisterait à poser des principes de base dans la loi organique, une sorte de critère de rattachement de principes qui serait retenu par la loi organique, ce qui me paraîtrait assez légitime. Et puis on pourrait imaginer que, au-delà de ce critère de principe, il soit laissé par l'État
aux législateurs calédoniens le soin de prévoir des rattachements plus techniques, plus précis. Par exemple, on peut penser à la matière contractuelle ou au droit patrimonial de la famille, pourquoi pas. Bref, comprenons quand même que cette question présente, alors j'allais dire une certaine urgence. Il ne faut pas exagérer le mot urgence, mais il y a quand même une nécessité à réfléchir assez vite à ces questions et à prendre position assez vite, parce que le conflit de normes est inhérent au transfert. Là, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais très vite, même si le droit calédonien reste très proche du droit civil métropolitain, la question de savoir quelle est la loi qui s'applique va se poser. Même si, encore une fois, les solutions sont très proches. La question de la loi applicable, la loi compétente, va se poser assez vite. Et puis, plus le temps avancera, plus évidemment les deux droits vont se dissocier, plus la question se posera avec une acuité importante. Or, si le législateur n'a pas fixé cette règle de conflit, eh bien qui le fera? Le juge. C'est au juge qu'il appartiendra de trouver, au cas par cas, des réponses aux conflits de normes qui se poseront. Alors, ça ne devrait pas effrayer les internationalistes. Étienne Cornu vous a dit qu'on travaillait tous les trois sur ces questions-là. Nous, ça ne devrait pas nous effrayer puisque toute la matière ou presque du droit international privé est de tradition jurisprudentielle. Donc on sait que le juge sait faire ça. Mais je pense que le contexte n'est pas exactement le même. Je pense aussi, pour avoir déjà travaillé sur ces questions ici, qu'il y a une certaine inquiétude que véhicule le transfert. Et donc si au moins on pouvait savoir quel était le critère de rattachement, je pense que ça apaiserait bien des angoisses qui d'ailleurs sont sûrement justifiées, mais je pense qu'il serait peut-être dommage de laisser au juge le soin de résoudre cette question du conflit de normes, parce que le juge, il le fera du mieux qu'il peut, bien sûr, mais il ne le fera qu'au cas par cas, et donc de manière sectorielle, en fonction de la question qui sera posée à l'instant T. Il ne pourra pas construire en un arrêt tout un système de règles de conflit de normes. D'accord? Donc voilà un petit peu l'idée que je veux faire passer en disant qu'il y a quand même une certaine urgence, il ne faut pas exagérer le mot urgence, mais une certaine nécessité de se pencher rapidement sur ces questions. Alors, quel que soit l'instrument qui sera adopté, et même si c'est l'État qui est reconnu compétent pour déterminer ces règles de conflit, je pense qu'il n'est pas interdit à la Nouvelle-Calédonie d'être moteur sur ces questions-là, parce qu'elle est évidemment la première concernée. Ce sont ces autorités à elles, les autorités calédoniennes, qui écriront la loi civile, et donc elles ne sont évidemment pas désintéressées à la question de savoir à qui s'appliqueront ces lois civiles. Et j'ajoute que le droit civil, c'est quand même un ferment de cohésion sociale. Et donc, pour cette raison, c'est un enjeu fort pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, même si l'instrument qui accueille les règles de conflit de loi doit finalement être un instrument national, eh bien, à mon sens, cet instrument ne saurait être élaboré sans qu'y soient associées les autorités calédoniennes. Bien, pour essayer de respecter le temps qui m'était imparti, et j'ai pas le chrono au départ, donc je ne sais pas du tout où j'en suis, pardonnez-moi, mais pour essayer de ne pas trop déborder tout de même, je vais concentrer mon analyse par la suite sur la question du statut personnel, c'est-à-dire que je vais écarter pour l'instant tout ce qui relève du contrat, du droit des biens, etc. Je vais vraiment concentrer ma réflexion sur le statut personnel, parce que c'est évidemment lui qui soulève le plus de discussions. Et c'est probablement lui aussi pour lequel aucun facteur de rattachement, aucun critère ne s'impose avec la force de l'évidence. Et c'est aussi en ce domaine, en matière de statut personnel, que le modèle des conflits internationaux trouve ses limites. Et donc je passe à la deuxième partie de mon propos qui porte sur la recherche de ce que pourrait être un critère de rattachement de principe, je ne rentrerai pas dans le détail, mais un critère de rattachement de principe pour le statut personnel. Les relations juridiques qui entrent dans la catégorie statut personnel, c'est-à-dire pour faire simple, l'état et la capacité des personnes, ces questions sont rattachées en droit international privé français à la loi nationale des individus. Vous comprenez tout de suite qu'une telle règle de rattachement n'est pas praticable dans un conflit de normes interne, en tout cas dans celui qui nous occupe, puisque la nationalité n'est pas un facteur discriminant entre les individus qui sont concernés par le conflit de normes interne,
les individus auront tous la nationalité française. Donc c'est évidemment pas un critère qui permet de distinguer. Il va donc falloir substituer à la nationalité un autre facteur de rattachement. Parmi les facteurs de rattachement auxquels on peut penser, 3 principaux se dégagent: la citoyenneté calédonienne, le domicile et la résidence. J'essaierai d'expliquer d'abord en quoi ces 3 éléments peuvent chacun être retenus comme un facteur de rattachement, en quoi chacun pourrait légitimement prétendre à être désigné comme facteur de rattachement. Et puis j'essaierai dans un second temps de dégager les pistes d'un choix possible entre ces critères, en sachant que c'est évidemment pas à moi de faire le choix. D'abord, quels sont les facteurs de rattachement possibles? Je vous le disais, les 3 facteurs de rattachement auxquels on pense sont la citoyenneté calédonienne, le domicile et la résidence. Le domicile et la résidence sont en réalité assez proches quant à leurs effets sur le rattachement, et donc je les évoquerai ensemble. Je vais donc d'abord traiter de la citoyenneté calédonienne et ensuite du domicile et de la résidence. D'abord, la citoyenneté calédonienne. La citoyenneté calédonienne peut-elle être un substitut à la nationalité en tant que facteur de rattachement? Donc sur cette question technique qu'est la question du conflit de normes. Alors, tous les spécialistes du conflit de normes pensent évidemment à cet élément, comme un facteur de rattachement des questions de statut personnel. Pourquoi? Parce que c'est a priori le substitut naturel, entre guillemets, à la nationalité, et c'est surtout un facteur de distinction très précis entre les individus qui sont exposés à nos conflits de normes, ceux qui nous préoccupent ici. Parce que ces conflits de normes internes mettent en présence des Calédoniens et des Français non calédoniens. Or, qu'est-ce qui, mieux que la possession de la citoyenneté calédonienne, pourrait distinguer un Calédonien d'un non-calédonien? Il ne semble pas que le domicile, par exemple, suffise à distinguer entre ces 2 catégories de population qui vivent sur le territoire. Chacun sait en effet que nombre de personnes ayant leur domicile en Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas être considérées, et ne se considèrent pas elles-mêmes d'ailleurs, comme calédoniennes. Alors de ce point de vue, la citoyenneté présente l'avantage de la simplicité, de la certitude, on sait qui est citoyen, et je pourrais presque ajouter de l'évidence. Parce que la citoyenneté, comme peut l'être la nationalité dans d'autres types de réflexions, révèle effectivement un enracinement d'une personne dans le pays dont elle est citoyenne, et par conséquent, les lois qui sont adoptées sur ce territoire sont censées être celles qui lui conviennent à elle, qui a la citoyenneté. J'ajoute que les questions de statut personnel touchent tout de même aux structures fondamentales de la population d'un pays, et en légiférant en ces matières, le pouvoir normatif entend favoriser une organisation sociale, et cette organisation doit s'appliquer, me semble-t-il, en premier lieu à ceux dont l'attachement au pays se manifeste par la citoyenneté. Cependant, certains contestent l'idée même que la citoyenneté calédonienne puisse jouer le rôle de facteur de rattachement, qu'elle puisse jouer ce rôle technique de facteur de rattachement. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la citoyenneté calédonienne est une citoyenneté très particulière, qui n'a qu'une fonction extrêmement limitée et qu'elle ne peut être invoquée que dans les matières pour lesquelles la loi lui a expressément reconnu un rôle, c'est-à-dire principalement ou essentiellement le droit de vote aux scrutins locaux, certains scrutins locaux, et l'emploi local. Alors, il est vrai, ça c'est tout à fait vrai, que la citoyenneté calédonienne, telle qu'elle résulte de la loi organique de 99, n'a assurément pas été pensée dans la perspective des conflits de normes internes. Ça, je crois que c'est évident. Elle n'a pas du tout été pensée comme un facteur de rattachement. Elle a été pensée, conçue dans la perspective d'un corps électoral spécifique à la Nouvelle-Calédonie, et elle a donc été accordée sur des bases plutôt étroites, et elle est perçue, c'est la conséquence, elle est perçue par ceux qui en bénéficient, non pas comme un critère de soumission à un droit spécifique,
mais comme une sorte de titre d'accès à des scrutins décisifs. La question, c'est est-ce que ces éléments sont suffisants pour refuser à la citoyenneté calédonienne le rôle de facteur de rattachement? Pour ma part, je ne le pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais on peut évidemment ne pas être d'accord. Alors pourquoi est-ce que je ne pense pas que ça suffise à refuser à la citoyenneté cette capacité technique à être facteur de rattachement? La première chose que je voudrais dire, c'est que je pense que tout le monde pourra admettre qu'on ne peut pas tirer du silence du législateur sur cette question la conclusion que le législateur s'est opposé à ce que la citoyenneté soit utilisée comme un facteur de rattachement. Je pense que personne ne doute que si le législateur s'y était opposé, il l'aurait dit clairement. Là, il est simplement resté silencieux. Inversement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien dit que le législateur a implicitement consenti à ce que la citoyenneté joue ce rôle. Je dis juste qu'en réalité, la citoyenneté calédonienne n'a pas été instituée dans cette perspective-là. Personne n'a pensé au conflit de normes quand on a introduit la citoyenneté calédonienne. Donc, il me semble qu'en réalité, on ne peut rien déduire du silence du législateur en ce domaine, et à mon avis, le silence du législateur ne peut pas être pris comme un prétexte pour refuser à la citoyenneté calédonienne ce rôle technique de facteur de rattachement. Pas plus qu'il ne peut dire que c'est absolument ça qu'il faut prendre, mais en tout cas, ce silence ne peut pas être interprété comme ça. J'ajoute, c'est un deuxième argument, que le rôle d'un facteur de rattachement, le rôle d'un critère en termes de conflit de normes, ça n'est pas de donner accès ou de refuser l'accès à des droits substantiels. Le rôle d'un critère de rattachement, c'est juste de désigner une loi compétente. C'est seulement un critère d'application d'une loi. Donc, en envisageant d'utiliser la citoyenneté calédonienne comme un facteur de rattachement, il n'est pas du tout question de donner plus ou moins de droits à une personne. Il s'agit seulement de déterminer quelle est la loi la plus appropriée pour régir une situation juridique donnée. Donc finalement, l'idée qu'en envisageant la citoyenneté comme critère de rattachement, on ferait jouer à la citoyenneté un rôle beaucoup plus large que ceux pour lesquels elle a été pensée, cette idée-là, elle doit être énormément relativisée. Il s'agirait juste d'un critère technique de désignation de la loi applicable. Donc, à mes yeux, aucun élément décisif ne me paraît interdire le recours à la citoyenneté calédonienne comme facteur de rattachement principal pour les questions de statut personnel. Et au-delà des deux arguments que je viens d'avancer, j'ajouterai la chose suivante. La citoyenneté, qu'elle soit calédonienne, française, européenne ou autre, la citoyenneté implique des droits, mais elle implique également des devoirs. Et parmi ces devoirs, il est difficilement concevable que ne figure pas l'obligation de respecter les lois du pays, et notamment les lois civiles. Comment pourrait-on penser, en effet, que la citoyenneté calédonienne donnerait accès à des droits aussi essentiels que le droit de vote ou le droit de bénéficier de privilèges, entre guillemets, en matière d'emploi, sans que, en contrepartie, cette citoyenneté puisse imposer à ceux qui en sont titulaires l'application des lois calédoniennes? Ça me paraît être une vision assez déséquilibrée de ce que serait une citoyenneté. Bon. Tout ça pour dire qu'il me semble que rien ne s'oppose à ce que la citoyenneté soit un facteur de rattachement possible pour les questions de statut personnel. Je ne dis pas à ce stade que c'est celui qu'il faut retenir, je dis juste que ça fait partie des éléments sur lesquels on peut tout à fait s'autoriser à réfléchir, au même titre que le domicile et la résidence que je vais aborder maintenant. Alors, en matière de statut personnel, le domicile, il est traditionnellement le facteur de rattachement concurrent de la nationalité. Les ordres juridiques qui ne retiennent pas la nationalité comme critère de rattachement retiennent généralement le domicile. Et c'est le cas des pays de tradition anglo-saxonne, des pays scandinaves et d'une bonne partie des pays d'Amérique latine. Le domicile, quand il est pris comme facteur de rattachement, il retient du lien entre une personne et un ordre juridique une vision beaucoup plus territoriale. Dans cette perspective, ce qui rattache une personne à un pays, ce n'est pas tant une allégeance que, en réalité, un enracinement géographique et finalement l'intégration dans la vie quotidienne du pays.
Autrement dit, on prend en compte la localisation du centre principal des intérêts de la personne. Dans l'ordre international, le domicile présente les avantages et les inconvénients inverses de la nationalité. Beaucoup plus que la nationalité, retenue comme critère de rattachement, beaucoup plus que la nationalité, le domicile est plutôt un vecteur d'intégration parce qu'il soumet les questions de statut personnel, c'est-à-dire les questions qui sont quand même essentielles pour l'individu et pour sa famille, il soumet les questions de statut personnel à la même loi que l'ensemble de la population au sein de laquelle vit la personne concernée. Mais évidemment, ça c'est la contrepartie, le rattachement du statut personnel à la loi du domicile n'offre pas la même permanence que la loi de la nationalité. Parce qu'il est évidemment beaucoup plus fréquent de changer de domicile que de changer de nationalité, et ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie le savent. La résidence, de ce point de vue, aggrave encore la situation. Résider quelque part, ça n'est pas forcément y avoir le centre de ses intérêts, et la résidence est finalement encore plus volatile que le domicile. La résidence, si en tout cas on la prend comme un fait à un instant T, elle n'a, à mon avis, aucune vertu en matière de conflit de loi, si ce n'est de susciter un certain tourisme législatif qui consiste à s'installer temporairement quelque part dans la seule perspective de bénéficier ponctuellement d'un avantage de la loi du lieu de résidence. Donc la résidence tout court, c'est pas du tout, à mon avis, pas pertinent, c'est pas sur ça qu'il faut réfléchir. Seule une résidence qualifiée pourrait être un critère pertinent. Ce qu'on appelle une résidence qualifiée, c'est soit la résidence habituelle, donc avec un qualificatif de plus, résidence habituelle, ou alors la résidence d'une certaine durée, on pourrait dire 5, 8, 10 ans au même endroit, par exemple, pour qu'elle devienne un facteur de rattachement légitime. Mais à ce compte-là, la résidence et le domicile, ça devient à peu près la même chose, donc je réfléchirai sur les deux notions de manière commune. Donc, sur un plan très concret, ça signifierait quoi retenir le domicile comme facteur de rattachement pour nos conflits ici? Eh bien, ça aurait pour effet, d'une part, de soumettre des non-citoyens calédoniens, mais domiciliés en Nouvelle-Calédonie, de les soumettre au droit civil calédonien, et d'autre part, c'est la conséquence inverse, de ne pas soumettre au droit civil calédonien des citoyens calédoniens qui seraient établis hors de Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, les métropolitains, pour faire simple, qui seraient domiciliés, même pour quelques années seulement, en Nouvelle-Calédonie, seraient soumis pour ce temps-là au droit civil calédonien, et inversement, des Calédoniens vivant en métropole, même seulement pour quelques années, seraient soumis pour leurs questions de statut personnel au droit civil métropolitain. Voilà un petit peu ce qui justifie que la citoyenneté, le domicile ou la résidence qualifiée puissent chacun jouer le rôle de facteur de rattachement. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est évidemment au pouvoir normatif qu'il appartiendra de choisir le critère qu'ils veulent retenir. Moi, je ne peux que proposer des pistes de réflexion pour faire ce choix. C'est la dernière partie de mon intervention. Quels sont les éléments du choix qui va devoir être fait entre ces divers critères possibles? À mon avis, le choix s'exprime en termes de permanence des droits et en termes d'intégration. D'abord, réflexion sur la permanence. Retenir la citoyenneté calédonienne comme un facteur de rattachement du statut personnel présente un certain nombre d'avantages qui me semblent être des avantages importants. Et le premier de ces avantages, c'est précisément la permanence. La citoyenneté, en effet, est un élément a priori plus stable que le domicile et donc a fortiori que la résidence, surtout dans le contexte calédonien. Chacun sait qu'une grande part de la population qui vit en Nouvelle-Calédonie est particulièrement mobile et que le domicile a, pour ces personnes-là, un caractère souvent très temporaire. Or, les questions qui relèvent du statut personnel sont des questions qui exigent une certaine stabilité. Pensez aux questions de filiation, aux questions de capacité juridique, aux questions de divorce. J'évoque pas le mariage parce que c'est un exemple toujours un peu difficile à manier du fait des restrictions de la loi du pays, mais rien que ça, capacité juridique, filiation, divorce, ce sont des choses qui existent
qui exige une certaine permanence, et on comprend très bien que ces questions-là ne devraient pas varier selon qu'on est domicilié ici ou ailleurs, tantôt ici, tantôt ailleurs. Retenir le critère de la citoyenneté permettrait donc de maintenir les citoyens calédoniens sous l'empire de la loi civile calédonienne, même s'ils s'établissent pour un certain temps en métropole, et inversement, ça permettrait de maintenir les non-citoyens qui vivent pour un certain temps en Calédonie sous l'empire du droit métropolitain. Et dans la mesure où les statistiques montrent que parmi ces derniers, ceux qui ne sont pas citoyens et qui vivent en Nouvelle-Calédonie pour un certain temps, les statistiques montrent que pour cela, une part importante ne reste que de 2 à 4 ans en Nouvelle-Calédonie. On mesure assez bien l'intérêt que présente pour eux le maintien de leur statut personnel sous l'empire de la loi métropolitaine. La réflexion pourrait être la même pour des étudiants calédoniens qui vont passer 3-4 ans d'études en métropole et qui reviennent après. Alors, cet avantage montre à l'inverse les inconvénients qu'il y aurait à retenir le critère du domicile, puisque ce sont les inconvénients à front renversé. Il y aurait un problème qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un problème de conflit mobile, puisque le critère de rattachement serait amené à varier en fonction du domicile des personnes, qui seraient tantôt en métropole, tantôt ici, tantôt ailleurs. Alors, cela étant dit, le conflit mobile, on sait le résoudre en droit international privé, on a des techniques pour ça, il n'y a pas de problème technique à résoudre ça. Simplement, je pense qu'on est quand même là dans un domaine où la stabilité est une valeur et qu'il serait préférable de limiter les hypothèses de conflit mobile. Ça, c'était l'aspect permanence du statut. Le deuxième aspect du choix, ce serait celui qui porte sur la question de l'intégration dans le milieu dans lequel on vit. Choisir le domicile, cette fois-ci comme facteur de rattachement, présente en contrepartie l'avantage de soumettre l'ensemble de la population, non kanak, l'ensemble de la population, mais pas celle qui relève du statut coutumier, l'ensemble de la population qui vit en Calédonie a une même loi, la loi civile calédonienne. Et dans les pays qui retiennent ce critère, le critère du domicile, c'est vu comme un facteur de cohésion non négligeable. Et c'est un raisonnement tout à fait justifié. Et donc on pourrait très bien vouloir favoriser cet aspect ici aussi, favoriser l'aspect intégration. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui me font douter que cet aspect intégration puisse présenter les mêmes intérêts ici qu'ils ne peuvent avoir dans des pays étrangers. La première chose qui peut en faire douter, c'est que, on l'a déjà dit, les non-citoyens sont très souvent des gens qui s'établissent en Nouvelle-Calédonie en conservant un esprit de retour vers la métropole, et souvent à relativement court terme. J'ajoute d'ailleurs en passant que cet esprit de retour est très souvent lié à des contraintes liées au statut professionnel plus qu'à un défaut d'attachement au pays. C'est les fameux 4 ans maximum, vous avez tous entendu parler de ça. J'ajoute d'ailleurs que pour ces personnes-là, l'extrême difficulté d'acquérir la citoyenneté calédonienne rend leur établissement à long terme assez hypothétique d'une certaine façon, et donc à partir de là, l'idée d'intégration, en tout cas au sens plein du terme, est finalement assez relative à l'égard de cette population de passage. Et donc, de ce point de vue, le choix du domicile ne me semblerait peut-être pas suffire à jouer le rôle intégrateur qui, normalement, est son principal attrait. En second lieu, l'intérêt unificateur du domicile comme facteur de rattachement, il est encore relativisé par le fait que toute une partie de la population calédonienne, bien que évidemment domiciliée en Calédonie, ne relève de toute façon pas, au premier chef, du futur droit civil calédonien. Je parle ici, vous l'avez compris, de la population qui relève du statut coutumier, qui restera, elle, soumise, pour les questions de droit civil, à la coutume. Donc, de ce point de vue-là, le transfert n'y change rien. Pour l'instant, il pourra en être décidé autrement sans doute, mais pour l'instant, ça n'y change rien. De sorte que, même si la population d'origine métropolitaine, temporairement domiciliée en Nouvelle-Calédonie, relevait du droit civil calédonien, ça n'aurait pas l'effet unificateur qu'on peut en attendre, puisque une grande part de la population
resteraient à l'écart de ce droit civil calédonien. Donc, en réalité, le rattachement du statut personnel au domicile profiterait surtout à une partie de la population qu'il ne faut pas négliger, mais que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant. Ce sont les individus qui sont non citoyens, mais néanmoins établis à long terme hors de leur territoire d'origine. Je pense ici aux métropolitains établis à long terme en Nouvelle-Calédonie ou aux Calédoniens établis à long terme en métropole. Alors, pour cela, évidemment, et c'est pas négligeable, hein, évidemment, le rattachement au domicile serait sans doute beaucoup plus pertinent. Pour les autres, ceux dont l'installation est limitée dans le temps, le rattachement au domicile risquerait de présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, que conclure de tout ça? D'abord, pour conclure, je voudrais insister à nouveau sur l'importance des statistiques. Alors, ça paraît assez curieux dans la bouche d'une juriste, mais il me semble que les statistiques sont importantes parce que, en raison des avantages et des inconvénients que peuvent procurer à telle ou telle partie de la population tel ou tel critère, eh ben, il est essentiel de savoir quantitativement à qui profiterait tel ou tel choix. Et donc, ça me paraît être une information utile, l'information statistique, pour le pouvoir normatif qui tranchera la question du conflit de normes. J'ajouterai ensuite, et ça va complètement dédramatiser ce que je suis en train de vous dire, que finalement, le choix entre citoyenneté et domicile, il n'a finalement que très peu d'importance pour les Calédoniens eux-mêmes. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit avant, finalement, c'était pas si grave. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des citoyens calédoniens, ils vivent en Nouvelle-Calédonie. Et donc, pour eux, le critère de la citoyenneté ou le critère du domicile, ils se confondent. Donc, en réalité, le choix entre ces deux critères, je le répète, il est surtout important pour ceux qui ne sont pas citoyens, c'est-à-dire pour toute la population immigrée ou temporairement immigrée. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi? En toute modestie, je vous livre mon opinion, et ça n'est qu'une opinion personnelle. Je pense que la citoyenneté calédonienne me semble être le critère qui présente le plus de sécurité et le plus de stabilité. Mais je reconnais tout de suite qu'elle pose néanmoins la question des personnes qui sont établies à long terme en Nouvelle-Calédonie et qui n'auront jamais, en l'état du droit, la citoyenneté calédonienne. Alors, ces personnes-là, vous l'avez compris, par le jeu du critère de la citoyenneté, se trouvent maintenues sous l'empire d'une loi qui n'est pas celle de la population au sein de laquelle ils vivent. Les Français établis depuis longtemps, Français non citoyens calédoniens établis depuis longtemps ici, resteraient avec mon critère de la citoyenneté soumis à la loi métropolitaine, et inversement, les Calédoniens qui n'ont plus qu'un lien très distendu avec la Calédonie parce qu'ils vivent en métropole depuis des années et qu'ils n'ont pas l'intention de rentrer, cela resterait, avec mon critère de la citoyenneté, cela resterait sous l'empire du droit civil calédonien alors qu'ils n'ont finalement avec ce droit qu'un rapport très lâche. Alors, c'est là qu'on peut peut-être penser à une solution moyenne qui pourrait se formuler sous l'idée d'une option de législation qui n'est pas une solution qui a mes faveurs par ailleurs, mais qui, dans ce contexte spécifique, me paraît très pertinente. Je pense qu'on pourrait retenir par principe le critère de la citoyenneté, qui serait le critère de rattachement de la pour le statut personnel, mais on pourrait tout à fait parallèlement ouvrir aux personnes qui sont depuis un certain temps ou un temps certain domiciliées en Nouvelle-Calédonie, ouvrir la possibilité de demander un changement de rattachement en faveur de la loi du domicile. On pourrait dire, par exemple, un non-citoyen calédonien, mais qui vit depuis 10 ou 15 ans, on va choisir la durée, en Nouvelle-Calédonie, peut demander un changement de critère de rattachement, c'est-à-dire demander à ne plus être que son statut ne soit pas dépendant de la citoyenneté ou pas, mais dépendant de son domicile. Et ça permettrait finalement à ces personnes-là d'être soumis aux mêmes droits que l'ensemble de la population dans laquelle ils vivent, que ce soit les non-citoyens vivant ici ou les citoyens calédoniens vivant en métropole. Ça permettrait de briser le rattachement artificiel, finalement, aux droits
dont on est originaire, entre guillemets, même si c'est évidemment une présentation un peu simpliste. Ça permettrait, en tout cas me semble-t-il, de corriger un rattachement devenu assez artificiel. Alors, on peut formuler cette règle de conflit, je ne vais pas le faire maintenant parce que je crois que j'ai beaucoup trop débordé, je m'en excuse. Je terminerai en disant que tout ce que je viens de vous dire ici n'est qu'un raisonnement, encore une fois, sur le rattachement de principe, c'est-à-dire le rattachement premier du statut personnel. Mais le statut personnel, c'est aussi évidemment des rapports bilatéraux, voire multilatéraux, puisque le statut personnel, c'est aussi les questions de famille, donc de mariage, de divorce, de filiation, etc. Donc des rapports à plusieurs personnes. Ce sont ces rapports-là qu'on appelle les rapports mixtes et qui, eux, ne pourront sans doute pas toujours se contenter du rattachement de principe, que d'ailleurs ce rattachement de principe soit la citoyenneté ou le domicile. Il faudra trouver des critères plus spécifiques, plus précis. Et comme je n'ai pas le temps d'en parler, je laisserai le soin de le faire à Monsieur Cornu, qui va prendre ma suite dans un instant. Je vous remercie de votre attention.